Donc, bon après-midi. Nous revoilà au studio pour la première fois avec Benoît. Je suis pas revenue depuis que ça a été fermé en mars. Donc, tu inaugures la réouverture de San Francisco. Quel grand honneur. C'est un grand honneur. C'est grâce à toi d'ailleurs, parce que je t'avais proposé Zoom et tu as dit non, je préfère le studio. J'ai dit bon, ben alors c'est bon. Parce que d'autres personnes me disent non, je préfère Zoom. Alors moi, je fais ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont peur, tu vois, l'air. Ouais. Ils ont peur, alors je leur dis bon, Zoom c'est plus secure. Bon, ben ce qui est bien, c'est qu'on est tous les deux vaccinés. Et que tous les deux on est safe, donc c'est bon. Exactement. Donc bienvenue donc sur French American TV. Merci. Et je vais te présenter. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Benoît. Ça se prononce Vialet. Vial. Ah, ça se prononce Vial. Vial. Est-ce que je t'ai déjà rencontré? Je crois pas, non. Non. Je crois pas qu'on se soit vu en personne. Ah, d'accord, donc tu n'es jamais allé au French Connection of the Silicon Valley, DBF? Si, je suis déjà allé plusieurs fois du côté de Redwood City. Voilà, c'est ça. Il y a quelques temps, il y a assez longtemps. Ah, et d'accord. depuis quelques années, je suis pas allé, donc j'avais perdu un peu le fil probablement, où j'étais plus sur les listes d'invitations, mais je suis allé quelques fois il y a quelques temps, ouais. Je crois que le DBF a fermé en 2017. D'accord. Le dernier guest, c'était Nico, celui qui fait la course, les courses d'auto. D'accord. Et après, ils ont décidé de fermer. D'accord. Parce que François Logier est reparti en France. Ouais. Donc, les géos se sont dispersés. Tout d'un coup, ils n'avaient plus d'organisateurs. D'accord. Ouais, mais ils ont duré quand même presque 25 ans. Ah ouais. Ouais. Donc c'est peut-être croisé à l'époque alors. Oui, voilà, parce que ton visage est plus ou moins... Enfin, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. D'accord. Moi, j'allais religieusement parce que je cherchais toujours des guests qui parlent français. D'accord. Alors, bien sûr, j'ai eu des moments d'arrêt, mais j'y allais, j'étais une des plus... Plus assidu. Voilà, c'est ça, je connaissais tout le monde. Parce que quand tu vas au DBF, tu rencontres un tiers qui revient tout le temps et 2 tiers qui sont toujours nouveaux et qui sont ou de passage ou qui viennent d'arriver dans la Silicon. Donc, j'ai rencontré plein de monde au DBF en 25 ans. D'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu étais membre de la Chambre de commerce. Oui, j'étais membre de la Chambre de commerce, ouais. Ah, d'accord, pour ton travail. Pour mon travail, ouais, j'avais fait rejoindre ma société à la Chambre de commerce. Et du coup, je participais aux événements de la Chambre de commerce également. Voilà. Ouais. Oui. Moi, j'allais pas aussi souvent à la Chambre de commerce, mais j'y allais très, très rarement, de temps en temps. Parce qu'ils avaient une fois tous les 2 mois un networking. Oui, effectivement, je participais à ça. Et puis, j'ai également rejoint un autre groupe de networking qui est pas mal, je trouve, qui est French Founders. Donc, j'ai aussi rejoint ce groupe-là. Ah oui, je suis allée à ce groupe qui avait un networking, qui avait un coworking space. Oui, exact, ouais. Ouais, et d'ailleurs, une des fondatrices d'un groupe de venture est allée là-bas. Mais je crois qu'ils ont fermé pendant le Covid. Il y avait moins d'événements, mais non, ils ont continué leur activité. Mais les événements étaient du coup des événements virtuels, et donc forcément c'était un petit peu en veilleuse. Là, ils ont recommencé tout doucement à refaire des événements. Ouais. Ok, ben c'est très bien qu'ils ont réouvert parce que tout le monde fermait en fait. Ouais. Tout le monde fermait, tout le monde allait en veilleuse, comme tu dis. Y compris ici, tout le monde travaillait de chez eux. Ouais. Est-ce que tu as travaillé pendant longtemps de chez toi? Oui, pendant 1 an et demi, vraiment, depuis février-mars l'année dernière jusqu'au mois de juin. On a réouvert notre bureau Vivino qui est dans le Financial District à San Francisco. On l'a réouvert courant juin. Donc, mais de façon juste sur la base du volontariat. Donc, les gens, ceux qui veulent, ils peuvent y aller. Voilà, les gens qui veulent viennent au bureau, et puis il y a des jours qui sont plus populaires que d'autres, entre guillemets. Souvent le mardi, le jeudi, vers le milieu de la semaine, c'est là où il y a le plus de monde. Ouais, et après, le vendredi, le lundi, les gens sont contents de rester chez eux. Ouais. Ils ont fait un survey et ils ont dit
que 76% des gens qui travaillent en bureau ne veulent pas retourner. Ouais, en fait, moi je pense que c'est un peu hybride quand même. Quand les gens se rencontrent, C'est mieux. c'est quand même mieux, et puis il y a plus d'énergie. Moi, je trouve, je suis d'accord. Alors là, je suis d'accord. Et puis on est content de se retrouver quand même entre êtres Oui, humains. oui, parce que il y a Ouais. toujours l'énergie, comme tu dis, de pouvoir communiquer plus que par un screen. Mais peut-être que je crois que Facebook a dit que leurs employés peuvent rester chez eux indéfiniment. Ouais. C'est-à-dire, ils ne sont pas obligés de retourner. Ouais, Facebook, Twitter, non, il y a plusieurs sociétés qui ont fait ça. Ils Après, peuvent- il y d'autres a comme pas- Amazon ont essayé de fixer des dates, mais ils les repoussent actuellement, des dates de retour. Mais moi, je trouve quand même que c'est appréciable de rencontrer les gens en personne, soit en groupe, soit même individuellement. Je vois, j'ai plusieurs personnes que j'ai rencontrées il y a 15 jours en Europe pour la première fois, avec qui j'ai travaillé depuis des mois de façon vraiment assez proche. Et même d'un point de vue personnel, on voit les gens dans une autre perspective, quoi. C'est quand même vraiment très différent. Alors il y a des gens, par exemple, on ne soupçonne pas de quelle est l'échelle. On les voit tous à travers l'écran et à travers Zoom et à travers la webcam de l'ordinateur. Et je me souviens, il y a une des personnes notamment, je me suis aperçu, j'avais aucune notion, mais en fait c'est une espèce de grand gaillard hyper imposant. Et c'était rigolo parce que j'avais vraiment aucune notion que c'était le cas. Donc, Ah, d'accord, parce qu'il n'avait pas l'air grand. non, il était toujours dans son un écran cadre, et dans un cadre. dans son cadre, et donc je voyais pas spécialement effectivement l'idée le gabarit de la personne, mais même au-delà de ça, c'est plutôt amusant, mais je trouve que c'est plus facile quand même quand on passe un petit peu plus de temps, même si on le fait aussi via Zoom, quand on passe un peu plus de temps soit à dîner ensemble, à se connaître un peu mieux, Aller déjeuner. aller déjeuner, à prendre un verre ensemble, etc. Et là, en l'occurrence, cette personne, c'est une personne avec laquelle j'ai toujours des relations un petit peu difficiles, parce qu'on est dans des positions pas qui clashent, mais où il y a une certaine tension naturelle. Et donc on se retrouve, même si, je pense, et moi en particulier, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est plutôt... je suis pas l'inverse du paranoïaque, je suis plutôt peut-être naïf dans l'autre sens, je suis vraiment pas du tout à mettre les gens en doute, etc. Mais on doute beaucoup plus facilement des intentions des autres, etc. quand on les a pas rencontrés en personne. Et une fois qu'on a pu avoir cette interaction en personne, je trouve que la relation prend une autre dimension, quoi. On peut se faire confiance, c'est beaucoup plus facile pour moi de construire de la confiance quand on a eu cette interaction en personne. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus grand point. Et je crois aussi que ce sont les célibataires qui voudraient retourner au bureau parce qu'ils veulent rencontrer quelqu'un. Mais les mères qui ont des enfants, elles préfèrent rester à la maison, ça, c'est normal. Je pense que c'est quand même, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Alors ici, personnellement, je vis ici en Californie, j'habite à Lafayette, donc c'est une petite ville, donc on a tous plus ou moins des maisons, etc. Peut-être différent pour les gens qui sont à San Francisco, mais pour les gens qui ont des enfants ou des enfants en bas âge, etc., travailler à la maison, c'est quand même vraiment un enfer pour certains. Ah, ça, ils sont interrompus. Oui, ils sont interrompus, c'est difficile on peut pas s'occuper à la fois de ses enfants, de leur faire à déjeuner. Moi, mes enfants, ils sont un peu plus grands, mais ils continuent à avoir besoin quand même d'être nourris, d'être... Ils ont toujours besoin de toi, oui. Et les enfants, en l'occurrence, étaient vraiment aussi en mode virtuel. Là, il faut leur donner des cours. Alors, on n'avait pas vraiment besoin, parce que les miens sont sont assez grands, le plus jeune a 10 ans, mais ils étaient relativement autonomes. Mais il n'empêche qu'ils sont quand même à la maison et qu'il faut quand même leur apporter de la présence, de la supervision. Parce qu'en plus, ils n'ont pas leur ami avec qui parler. parler. En plus, ils n'ont pas leur ami, ils sont assez seuls. Donc, pour les plus grands, il y a quand même beaucoup qui ont commencé à déprimer, à rentrer en dépression, etc. C'est vrai, les plus teenagers. petits, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux quand même parce qu'ils sont pas... c'est pas pareil pour eux d'être en face d'un écran tout le temps. Et donc, pour les parents qui ont des enfants qui ont besoin d'eux, le fait de travailler de la maison, c'est quand même vraiment challengeant, quoi. Oui, c'est vrai, mais de payer aussi une babysitter pour aller au bureau, c'est cher. À moins d'avoir
une femme qui ne travaille pas. Oui, c'est vrai. Ou un Donc mari, il y a un double, ouais. double avantage et inconvénient. Ouais, non, c'est vrai. Mais moi, je suis content de retourner au bureau quand même. Il y a quelqu'un d'autre qui est retourné avec toi? Oui, enfin, dans notre bureau, Mm. oui, on est un certain nombre. En fait, on est au total 70-80 employés ici Ah, c'est beaucoup. ouais, ici à San Francisco. Ouais. Et là, aujourd'hui, par exemple, juste avant de venir, j'étais au bureau, je crois qu'on était 4. Ah Donc, oui, on est parce que c'est vendredi. C'est vendredi aussi. Mm. Ça monte jusqu'à peut-être 15-20 personnes en milieu de semaine. Ok. Mais c'est pas énorme. La plupart des gens, ils passent quand même l'essentiel de leur temps chez eux. Ouais. Et de temps en temps, ils viennent travailler au bureau. Et je pense que les vendeurs vont plutôt dehors voir des clients. Alors en fait, nous, on a plutôt des vendeurs qui de toute façon vendent à distance. Ah bon, Ouais, ah bon. ils sont plutôt... Nous, on ne vend pas directement. On a un business qui est une marketplace. Ah donc oui. on vend aux consumers, mais uniquement via Internet. Ah, d'accord. Et nos vendeurs, entre guillemets, c'est ceux qui ont les relations avec soit nos fournisseurs, nos partenaires, Et donc, Et donc ils font beaucoup d'appels. eux, c'est surtout par téléphone et à distance. Beaucoup Alors, ça se fait un d'appels. petit peu parfois en personne, mais c'est plus l'exception que la règle. Ouais. Et par contre, c'est vrai qu'il y a pareil, dans une sales team, il y a une dynamique qui s'installe quand ils sont tous ensemble, au niveau de l'énergie, au niveau de l'activité. Ça, c'est quand même... super important, parce qu'un stimule l'autre. Exactement, ouais. C'est très important dans la vente, parce que j'étais dans la vente, et je peux te dire que d'être dans l'énergie des vendeurs, Ouais. ça stimule énormément, surtout que si tu as l'esprit compétitif, tu Ouais. veux gagner plus que... Tu veux Ouais, veux être numéro 1, tu veux toujours gagner. Ouais. Donc ça, c'est peut-être ça ralentit vos ventes, non? Oui, je pense que ça... Je pense que c'est un challenge supplémentaire pour les forces de vente, ouais, quand ils travaillent... Quand Donc, vraiment elles travaillent toutes à distance. Ouais. Donc quand il y a un contrat signé, ça se fait tout par électroniquement. Oui, tout se fait électroniquement au niveau des signatures, et même la célébration entre guillemets des signatures, c'est pas pareil. Alors, Oui, il faut célébrer. on est sur Slack, alors il y a ce qu'ils appellent le gong channel, au lieu que ce soit un vrai gong où les gens tapent dans le gong. Tu envoies un petit bruit. Là, il y a non, c'est juste dans le gong channel, il y a un message qui part à toute l'équipe, et donc, D'accord. donc tout le monde célèbre entre guillemets, mais c'est pas pareil. Ouais. Est-ce qu'il y a le son sur Slack? Ah, c'est possible, je sais pas. Je sais pas. Oui, j'ai été sur Slack. C'est une bonne invention pour travailler. C'est maintenant Salesforce qui l'a acheté. Donc, ils sont en train de développer plusieurs choses comme vidéo, son, tout ça. Mais ça va venir, ça va venir. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu une autre façon de travailler par rapport notamment à l'email. Donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Oui. Slack, comme c'est de l'instantané, Ouais. c'est aussi plus intrusif. C'est plus... ils peuvent te voir sur l'écran. Non, les gens peuvent pas me voir, sauf si on commence un vidéo call ensemble. Ah bon? Mais par contre, c'est de la messagerie instantanée, entre guillemets. Oui, donc, tu peux faire une faute. tu peux faire une faute, et puis aussi, il y a un peu cette attente que l'autre personne te réponde immédiatement. Ah oui. Et arrête ce qu'il fait pour te répondre. Ou bien, Donc s'il si tu est fais dans pas la attention, cuve, tu es en permanence interrompu. Donc il faut mettre un pause. il faut mettre en pause, ouais. Ou alors il faut ne pas se laisser trop distraire facilement. Ouais. Ah oui, je comprends le problème de Slack. Je suis sûre qu'ils vont apporter des améliorations à ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer dans une nouvelle compagnie comme Slack. Oui, non, c'est sûr. Mais ça devient presque aussi courant que ne l'était l'email il y a quelques années. Ouais. Oui. J'ai remarqué que tout le monde veut me mettre sur Slack. Je leur dis d'accord, mais je trouve que c'est très sympathique. Il y a des groupes et tu peux former des alliances pour certains groupes. C'est bien. Ouais. Non, c'est un outil puissant. Hein. Ça marche bien et tout le monde l'utilise. Et il est gratuit en plus. Ah, ça je sais pas. Non, je pense que peut-être qu'il est gratuit. Enfin, moi j'ai pu me mettre sur Slack sans payer, je sais pas. Ah oui, mais tu te rattaches du coup à la compagnie. À la compagnie, parce que la compagnie paye pour ça. La compagnie paye. Ouais. Ah d'accord, ça doit être ça alors. Et après, il y a sûrement différents niveaux également selon les fonctionnalités, je sais pas, ou je me suis pas trop penché sur la question. Ah oui, il y a le premium peut-être. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tant qu'individu, tu peux être invité à rejoindre le Slack d'une compagnie, même si tu es juste
contracteur, si tu veux pas employé vraiment full-time avec la compagnie. Et là, tu ne payes rien, tu downloads l'app et tu te connectes à leur network et voilà. Alors, c'est la première fois que je vois ce titre, Growth Officer. D'habitude, je vois ou CEO, ou CFO, ou COO. Ouais. Ça, c'est les trois top. Toi, c'est CCO. CGO. CGO, ouais. C'est nouveau, ça. C'est nouveau et donc ça a pour vocation d'être un petit peu ambigu parce que dans une société comme, en particulier comme Vivino, qui est en pleine croissance, tout le monde est forcément impliqué dans la croissance. Donc, Tout le monde fait de la... ça veut un peu tout et rien dire, pour être très, très, très franc ce rôle. C'est le vendeur qui fait grandir la compagnie. Oui, en l'occurrence, dans le cas du Vivino, c'est vraiment la communauté qui fait grandir la compagnie. Ah d'accord, c'est toute la compagnie. Ouais, et donc mon rôle en fait c'est un rôle plus d'encourager, de stratégie, de business développement également, trouver des nouvelles alliances, de développement, parfois de nouvelles lignes de produits également. Et puis voilà, donc après ce rôle il est pas aussi clairement défini qu'un rôle de CMO ou qu'un rôle de CFO. Voilà, oui. Ça dépend un peu des sociétés. Il y a des sociétés dans lesquelles le CGO est responsable du marketing, parce que le marketing fait partie de Growth. Voilà, c'est ça. Moi, c'était le cas parce qu'on n'avait pas de CMO, mais là, on vient de recruter une CMO et du coup, je vais moins m'occuper du marketing. Ah, d'accord. Mon titre officieux, c'est numéro 2. Numéro 2. Donc, je touche un petit peu à tout. Oui. Et j'essaye de... Tu travailles aussi avec la CMO. Donc, je travaille avec la CMO, je travaille avec avec les area vice presidents par exemple qui s'occupent du commerce. Donc tu couvres quelle partie? Tu couvres tout le North America? Non, je suis global. Donc la société elle est très globale déjà à la base. Vivino à l'origine c'est une communauté de 50 et quelques millions de gens qui ont downloadé cette app. Ah bon? Pour accéder en fait à une espèce de base de connaissances collectives qui leur permet de trouver des informations sur différents vins. Ah, d'accord. Et donc l'idée c'est que le monde du vin est très intimidant, est très opaque, il y a très peu d'informations. Et toi tu sers d'informer. Voilà, exactement. Donc en fait nous vraiment on informe, et c'est toute cette information. C'est vraiment une base de données collective qui est partagée par la communauté. Il n'y a aucune information, toute l'information qui est sur Vivino vient de la communauté. Donc tous ces millions d'utilisateurs, quand ils goûtent un vin par exemple, ils peuvent mettre leur score sur le vin, de 1 à 5. Et tu peux maintenant chercher des millions de vins différents sur Vivino qui auront chacun un score différent. Et donc l'idée c'est si tu es au restaurant ou si tu es dans un magasin, tu vas scanner une bouteille de vin, tu scannes l'étiquette. Et tu vas voir si c'est bon. Et tu vois apparaître le vin, et tu vois apparaître son score, et tu vois apparaître des reviews, tu vois apparaître un taste profile également, donc tu sais si il est plus ou moins fruité, etc. Et tout ça, ça vient uniquement des commentaires et des notes qui sont fournies par la communauté. Donc c'est pas du tout... C'est vrai que Yelp, c'est surtout pour donner des stars, des 1 star, 2 star, 5 star, aux compagnies, pas à des produits. Ouais. Donc, vous, c'est plutôt des produits. Exactement. C'est vraiment le point de focus, ce sont les produits, ce sont le vin. Et le vin, il y a tellement de produits différents, tu as vraiment littéralement des millions de références différentes. Bien sûr, oui. Et donc sur chaque produit, du coup, tu peux avoir l'avis. Et c'est très rare que tu scannes une bouteille et que tu ne trouves pas l'avis d'autres personnes. C'est vraiment, tu as une base de données qui est maintenant immense. Immense. La société, elle existe depuis une dizaine d'années. Donc cette communauté, elle a grandi. Et là maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus la communauté grandit, et plus tu continues à enrichir cette base de connaissances, cette base de données, avec davantage de ratings, etc., et plus ça encourage la communauté à grandir, parce que plus ça devient attractif. Là, vraiment, maintenant, c'est utilisable par n'importe qui. Tu es au restaurant, tu peux scanner, par exemple, la page du menu des vins, et puis ça va mettre un score en face de chaque ligne, parce qu'il reconnaît le nom du vin, la ligne avec le nom du vin, et en face, tu vas avoir le score. Et après, tu peux aller un cran plus loin et avoir encore plus de détails, etc. Mais tu peux mettre Slack là-dessus pour que les gens communiquent.
Oui, tu pourrais, oui, dans l'absolu, tu C'est-à-dire, pourrais. tu peux faire des groupes. Ouais. Les groupes pour les vins blancs, les groupes pour les, Oui, alors les gens les peuvent groupes. commenter entre eux et peuvent se répondre les uns les autres Voilà. et peuvent vraiment ressentir qu'ils font partie de cette communauté. Mais c'est intéressant comme produit et c'est un peu Yelp, c'est un peu Google, c'est un peu mais tout ça focalisé vraiment centré sur le vin. Et qui a inventé la plateforme Alors, c'est une paire de Danois Ah bon? qui étaient pas du tout, justement c'est pour ça qu'ils l'ont inventé, parce qu'ils n'étaient pas spécialement, enfin ils n'étaient pas du tout experts de vin, et ça les frustrait de ne pas savoir quoi acheter quand ils étaient dans un magasin. Et donc ils se sont dit... C'était danois, je crois que c'était Ouais. des Français. Non, c'est 2 Danois, et donc le siège de la société est à Copenhague, Ah bon? et une partie de notre effectif, les 2 tiers de notre effectif, sont effectivement à Copenhague. Même si on a également une présence, on fait du commerce entre guillemets dans 17 pays, donc 11 pays en Europe, les États-Unis c'est notre plus gros marché, et toi, tu t'occupes un peu de tout. moi mon rôle est global effectivement. On a une équipe qui est focalisée sur les US, on a une équipe qui est focalisée sur la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Vivino, c'est un peu italien. Ouais, ça sonne un petit peu italien, ouais. Ouais. Mais peut-être, est-ce que les fondateurs habitent toujours à Copenhague? Alors oui, alors le CEO, le fondateur principal entre guillemets, qui était CEO à l'époque, est venu ici aux États-Unis. Ah bon? Ils ont senti assez vite que le marché américain était le plus gros marché, donc lui a déménagé ici avec sa femme et ses enfants. Et l'autre est resté en Europe. Il y a un film d'ailleurs sur lui sur Amazon Prime. C'est vrai? Qui est assez intéressant, où en fait ça parle pas tellement de Vivino, ça parle de lui, De lui, de sa venant en tant aventure. qu'entrepreneur transplanter sa famille ici à San Francisco, et tous les challenges en fait de ce que ça a été d'arriver ici avec des teenagers, avec ses enfants qui devaient avoir 12-13 ans à l'époque, qui lui en ont voulu au début à mort, qui maintenant sont à moitié américains, à moitié danois, mais c'est intéressant. Donc lui est vraiment venu ici pour faire grandir le business aux États-Unis. On devrait faire un documentaire sur toi aussi, parce que tu as dû aussi t'implanter ici, et tu devrais donner peut-être les réactions de tes enfants, de ta femme, pour voir comment ils se sont adaptés, combien ça a pris de temps. Donc on peut faire un documentaire sur toi aussi. Ouais, bon, c'est pas l'objet, hein, mais... Non, mais c'est-à-dire il y a tellement de Français qui en fait s'établissent aux États-Unis. Ouais. Mais j'ai jamais pensé qu'on devrait faire un documentaire. Ça, c'est une bonne idée. Mais c'est vrai qu'on a tous un peu les mêmes questions, je pense, en tête pendant un certain nombre d'années. Oui. De comment s'intégrer. Est-ce qu'on va rester? Est-ce qu'on va repartir? Les écoles. Est-ce qu'on veut que nos enfants soient plus français ou plus américains? Et puis ça dépend s'ils veulent rester ou pas. Ouais, alors je pense qu'au bout d'un certain temps, ils sont quand même très américains, et le système éducatif est tellement différent en plus que les chances qu'un élève qui soit scolarisé aux États-Unis pendant toute sa scolarité, moi c'est le cas de mes enfants, mes 4 enfants. Oui, il va y retourner en France, c'est beaucoup plus... Faut être un peu maso quoi, pour aller faire une prépa ou faire un truc. Oui, voilà, c'est vraiment difficile quand même. Donc je pense qu'eux ils préfèrent rester ici, c'est plus facile. Ouais. Je sais pas si, c'est challenging aussi d'une autre façon, mais je pense que c'est difficile de s'adapter au système français quand on a fait toute sa scolarité dans le système américain. Ouais. C'est vrai aussi, ici, ils n'enseignent pas depuis qu'ils sont tout petits l'histoire, la géographie qui est très difficile pour les petits. Ici, ça n'existe même pas. Ouais, c'est surtout les maths, la grammaire et la littérature. Ouais. Et ce n'est que lorsqu'ils vont, disons, au collège, qu'ils apprennent un peu plus sur l'histoire et la géographie. Oui, c'est vrai. Donc, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'ils font très peu d'histoire en fait. Oui, et puis ici, les gens sont tout à fait... si tu parles à un teenager, ils ne savent même pas où se trouve un certain pays. C'est no clue. Parce qu'on leur enseigne aucune géographie. Ils ne savent même pas où se trouve la France. Donc ce n'est que lorsqu'ils vont au collège qu'ils apprennent. Ouais.
Donc, c'est vrai que peut-être toi, en tant que parent, tu leur montres sur la carte où se trouvent certains pays. Oui, on a des cartes du monde dans les différents couloirs dans la maison, effectivement. Ouais. Ah, Je d'accord. sais pas si ça marche très bien, mais on a effectivement des Des cartes du monde punaisées à droite à gauche. Des mais... points de repère pour eux. Bah oui, non, c'est vrai. Et nous, c'est amusant. Donc, ma femme est française également. On est venus ici tous les deux. Pas très longtemps après que notre aîné soit né, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Ah bon? Et puis au bout d'un moment, on s'est posé la question de voilà, est-ce qu'on veut que nos enfants soient 100% américains ou est-ce qu'on veut retourner en France? Et on a décidé de retourner en France. Donc on a passé 3 ans et demi à peu près en France. Ah bon? Avant de décider finalement de Retourner. de revenir ici. Ouais. Parce que la vie est plus agréable pour vous ici. La vie, je pense, effectivement est plus agréable. Elle est moins rapide. Ouais, le rythme n'est pas le même, c'est vrai. En plus, on Le est rythme de retourné, Paris, ce qui était ça- challenging, on est retourné à Paris, Ah oui. effectivement. Paris, ça C'est là use. d'où on venait, mais... Ça use Paris. Parce Oui, et que- puis Paris avec une famille nombreuse, même si on était bien logés, mais bon, ça reste un petit appartement, relativement parlant. Non, mais aussi métro, boulot, dodo, ça use. Les Ah, journées sont très différentes aussi, les journées de travail, mhm. y compris pour les enfants d'ailleurs. Oui, le dîner c'est beaucoup plus tard Ouais. et ici à 6h tout le monde est déjà dîné. En France, pas avant 8h30. Ouais, alors nous à la maison, c'est pas avant 8h30 ou 10h, ça c'est... Ah, on même on ici. est resté français. Mais pour vous ça, êtes mais- resté français, ok. Mais par contre, c'est vrai qu'en France, tu quittes difficilement le bureau avant 7h du soir. Voilà, c'est ça, c'est À ça. Paris en tout cas. Je pense que c'est différent en province, mais à Paris en tout cas, Les gens travaillent tard. les gens travaillent tard. Et en fait, il y a toujours cette réputation que les Français ont plein de vacances, que vraiment ils travaillent pas beaucoup, etc. Mais C'est pas c'est vrai qu'ils ont des tonnes de vacances. Mais comme ils ont des tonnes de vacances, les périodes où ils sont pas en vacances, Travaillent beaucoup. ils se mettent beaucoup la pression aussi. Ils travaillent beaucoup. Et donc le rythme ici, je trouve que c'est plus un rythme de croisière qui est quand même plus agréable au quotidien. Ouais. Même si moi je préférais avoir plus de vacances. C'est vrai qu'il y avait un président, Sarkozy ou avant, qui avait limité à 35 heures, mais après ils ont ouvert ça, ils ont dit non, c'est fini. Bah, oui et non, effectivement, c'était François Hollande qui était passé à la semaine de 35 heures. 35 heures, ouais. Ça n'a pas marché, Bah, en fait, c'est toujours une semaine de 35 heures légalement, mais les gens restent longtemps. mais les gens en fait travaillent généralement 39 heures, et donc c'est 4 heures supplémentaires par semaine. Hmm. Donc la semaine, elle n'est pas légalement de 39 heures, je pense qu'elle est vraiment de 35 heures, Oui, mais ils accumulent ce qu'ils appellent des heures. des RTT, donc c'est des rallongements du temps de travail, je crois que c'est ça veut D'accord, dire pour ça, pouvoir RTT. prendre un jour de plus de vacances. Voilà, donc en fait c'est 4 heures par semaine qu'ils font, Hmm. bah, ils les accumulent et ça devient des jours de vacances. Donc Ah, au-delà de leurs 4 donc. semaines légales, je crois, de vacances par an, Ouais. ils ont en fait souvent 2-3 semaines de RTT en plus. Ah. Et donc ils ont beaucoup de vacances. Mais ce qui est quand même sympa. Moi je trouve que... C'est pour ça qu'ils disent que les Européens ont 6 semaines. C'est peut-être vrai alors. Ah oui, non, ça, je pense qu'en France c'est une réalité, ouais, non, c'est certain. Après, moi j'ai certains de mes amis qui sont restés longtemps dans des grosses sociétés notamment, qui ont plus des semaines en plus à cause de l'ancienneté, des choses comme ça. Ah Ils oui. ont facilement 8, 9, 10 semaines de vacances par an. Oui, parce qu'ils peuvent prendre une semaine pour Noël, une semaine pour Easter, Ouais, Pâques. ouais. Ils peuvent prendre une autre semaine, je sais pas, c'est pour l'anniversaire d'un enfant. Et- Alors c'est vrai que c'est différent aussi, je trouve qu'il y a une place plus importante peut-être accordée justement au temps passé en famille, Hmm. accordée au fait de partir en vacances ensemble en tant que famille, etc. Alors qu'ici, les Américains ont plus l'habitude de faire des week-ends de 3 jours, des choses, c'est beaucoup plus saucissonné entre guillemets. Et donc, Quand tes enfants sont en vacances, par exemple winter break ou spring break, est-ce que tu peux prendre 2 semaines pour être avec eux? non, clairement tu peux pas. Ici, tu peux généralement prendre 3 semaines de vacances à peu près. Oui, donc, Euh, mais quand ils ont un break, tu peux pas. Non, souvent tu peux pas. Donc tu Ah. dois les envoyer faire un camp ou faire des activités, mais ça coûte quand même très cher aussi, donc Ouais, tout le non. monde peut pas faire ça. D'accord, donc ils attendent que tu rentres du travail. Ouais. Alors quand ils sont petits, c'est un peu difficile, ouais. Tu n'as pas autant de vacances. Non, t'as pas autant de vacances. Donc le système que vous respectez aux États-Unis n'est pas dicté par votre CEO qui est au Danemark, c'est dicté par le style américain.
Oui, ici c'est plus, on a tous en fait un contrat, et ce qui est assez typique à San Francisco, de vacances illimitées entre guillemets. Ah, d'accord, Et donc on peut théoriquement prendre des vacances autant qu'on veut. d'accord. En pratique, personne ne prend vraiment plus de 10 ou 15 jours de vacances. Donc en fait c'est un système qui fonctionne pas pour l'employé. En toute honnêteté, l'employé Il a 2 semaines. il a vraiment 2 semaines en pratique. Oui, et s'il veut en plus, c'est sans être payé. Non, il continue à être payé. Donc ce système de vacances illimitées, tu es payé. Si tu veux prendre 4 semaines de vacances, sauf que personne ne se permettra, entre guillemets, de prendre 4 semaines de vacances, parce que personne ne le fait. Donc, Ah, d'accord. tu... Mais ils ont le droit. Mais ils ont le droit. Mais c'est là où il y a une énorme différence de mentalité, c'est vrai, entre les Français et les Américains. Les Américains, ils ont le droit, mais ils ne se l'accordent pas. Et puis c'est de toute façon, pour eux, partir plus qu'une semaine, c'est étrange, c'est pas un truc qui est très naturel. Alors que c'est vrai qu'en France, si on disait aux gens, vous avez des vacances illimitées, effectivement, ils viendraient travailler 3 semaines par an. Ah. Mais non, ici, ça fonctionne pas très bien. Je pense que c'était une expérimentation intéressante, ces vacances illimitées, mais je pense pas que ce soit vraiment au bénéfice de la société. Ce qu'on commence à voir un peu, alors davantage peut-être dans des sociétés un peu plus grosses ou un peu plus structurées, c'est les sociétés forcent leurs employés à prendre des vacances. Wells Fargo, par exemple, là cette année, ils ont forcé leurs employés à prendre 2 semaines de vacances d'ici... qu'ils le veuillent ou pas. Qu'ils le veuillent ou pas, voilà. Ils sont forcés de prendre un bloc de 2 semaines entre juin et fin septembre, quelque chose comme ça. Ah bah c'est bien ça, pour décompresser. Ouais, voilà. Ma femme, elle travaille dans une filiale d'Amazon, Twitch, et ils ont fermé la semaine du 4 juillet. Donc personne ne travaillait. Ils ferment une semaine à Noël également. Et ça force en fait les gens, et moi j'ai commencé à un peu pousser les gens autour de moi ici aux États-Unis à prendre des vacances. On fait partie en plus, on a le bénéfice entre guillemets de faire partie d'une société européenne, où nos vis-à-vis européens, ils partent vraiment en vacances pendant au minimum pendant 2 semaines, mais plein d'entre eux prennent 4 semaines l'été, oui. Non, mais moi j'ai aussi remarqué aux États-Unis que beaucoup prennent leurs vacances pendant que leurs enfants sont en vacances à Noël. Donc ils appellent ça les holidays. C'est plus comme en France où les gens prennent leurs vacances en juillet ou août, c'est plutôt ici le mois de décembre où les gens se ralentissent vers le 7 décembre et ne reviennent pas au bureau avant le 4 janvier. Ouais. Tu as remarqué ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une période où tout le monde se ralentit un petit peu. Et puis c'est très difficile de joindre quelqu'un par téléphone pendant Noël. Ouais. Donc même les ventes, ça ralentit. Ouais. Par contre, en France, c'est pendant le mois de juillet où tu peux plus joindre, le mois d'août où tu peux plus joindre personne. Ouais, non, c'est vrai. Mais je trouve enfin, cette idée de vraiment débrancher, surtout aujourd'hui où on travaille de la maison, où on est vraiment connecté, on en parlait tout à l'heure, via Slack, via... Ouais, tu peux faire ça même quand tu es en vacances, ouais. Ouais, c'est ça, mais enfin, c'est presque l'inverse. Je trouve qu'on est vraiment connecté tout le temps. Trop. Et donc, on a d'autant plus besoin, je trouve, de s'accorder des périodes où vraiment on débranche. Et moi, je vois, cet été, j'ai pris 2 semaines de vacances. Tu as enlevé le téléphone? Et la 2e semaine, vraiment, j'étais débranché. Mais la première semaine, pas trop. Et on met en fait 1 semaine à se débrancher l'esprit, quoi. Même si on continue à avoir un téléphone ou quoi. Et je pense que on en revient beaucoup plus frais intellectuellement, mentalement, psychologiquement. Oui. On devrait essayer c'est notre mission en tant que Français de pousser les Américains à prendre plus de vacances. Oui, je suis allée à la convention Dreamforce de Salesforce. Ouais. Et il y avait Ariana Huffington, qui est la CEO du Huffington Post. Elle a fait un speech d'1 heure et elle a dit au CEO, après 6 heures du soir, vous vous débranchez de votre ordinateur et vous passez du temps avec votre famille. Ce n'est pas d'être branché 24 heures sur 24 pour être un bon CEO. Vous débranchez, vous fermez votre téléphone et vous devenez un père de famille. Vous devenez un homme normal. Ouais. Mais il y a des gens qui ne savent pas se débrancher et ils continuent de travailler. Ouais. Ça aussi, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Et puis, je dirais qu'à fortiori, pour le CEO ou pour les gens qui ont des postes de senior leadership, c'est eux qui donnent le ton aussi pour le reste de l'organisation. Ils peuvent
fermer Et donc je pense que c'est à eux aussi de montrer l'exemple, de dire ne me contactez pas après 6 voilà, heures. ou de ne pas envoyer des emails le week-end, ou de permettre aux gens, oui, de reprendre leur souffle, quoi. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'en même temps, parmi les jeunes diplômés en particulier, moi j'en ai rencontré pas mal là, ces dernières années, je dirais ces 2-3 dernières années, et j'avais pas l'impression que c'était le cas il y a même 5, 6, 10 ans, qui en fait, alors on a tous des laptops maintenant, Ouais. mais Qui allaient avec leur laptop en non, vacances. c'était avant Covid, mais qui laissaient leur laptop le soir au bureau. Ah, pour vraiment se débrancher. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est bien. assez sain, C'est bien. mais c'est marrant parce que ça venait plutôt de cette jeune génération où en fait ils se disent c'est bien gentil le travail, mais moi je veux aussi faire d'autres choses, et donc je laisse mon laptop au bureau, je reviendrai à mon travail demain, quoi. Il y a aussi une culture de Google où le vendredi, il n'y a pas de meeting. Ouais. Et ça c'est une culture où on donne un break dès le vendredi aux employés. Ouais. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment utile parce que c'est aussi très facile, il y a un engrenage qui se met en place, quel que soit je pense, le niveau dans la société ou le rôle, où on devient on devient réactif tout le temps et on ne s'accorde pas le temps de réfléchir, quoi, le temps où on n'est pas interrompu et on peut vraiment commencer à penser, etc. Ouais. Oui, il y a aussi un CEO qui disait il faut prendre 1 heure dans une chambre tout seul et passer 1 heure à penser au lieu de passer 1 heure à être super actif, mais juste penser, faire des stratégies, 1 heure, c'est du travail, mais pas sur l'ordinateur. C'est juste pour rassembler les idées, rassembler tout ça qui est sans avoir à être bombardé de messages. Et donc tu prends 1 heure et tu te regroupes et puis tu es prêt à retravailler. Je ne sais pas si c'est préconisé en Europe, mais 1 heure où tu as 1 heure pour penser. Ouais, mais effectivement, je pense qu'il y a peu de gens qui le font. Je crois que c'est Bill Gates qui le fait. Il prend 1 semaine où il lit. Ah oui, il a sa Think Week. Ouais. Voilà, à l'époque de Microsoft, il y avait une Think Week. Ouais. Et donc les gens préparaient. Donc, en plus, c'est une bête de juste sa faculté à absorber de l'information. Il lit super vite. Donc il lit je sais pas combien de livres par an, c'est un truc de. Voilà. Et pendant cette semaine, il lit tout le temps. Et là, il lit en l'occurrence pour la Think Week à l'époque, où moi je travaillais chez Microsoft. Ah bon? Les gens qui avaient savaient que voilà, ils pouvaient préparer un papier de 10 pages, 30 pages, un truc, ou s'ils avaient des idées à partager, des choses, leur papier allait être parmi la pile de ces documents, de ces mémos que Bill Gates allait absorber, quoi. Donc c'était les gens il y avait les Think Week Papers, et donc les gens préparaient ces papiers pour la Think Week de Bill Gates. Ouais, je suis sûre que dans ta compagnie, c'est aussi encouragé de présenter leurs idées, quel que soit leur niveau. Oui, mais alors c'est marrant parce que là aussi, il y a un peu je sais pas si c'est une mode générale, mais je vois de plus en plus des sociétés et nous on essaye de commencer à le faire un peu plus. Parce que moi, personnellement, je suis un gros fan de ça. Alors c'est le gros truc chez Amazon notamment, c'est la culture des mémos en fait, où on ne fait pas les slides, mais on rédige les choses. Et donc l'idée c'est d'expliquer vraiment les choses de façon narrative, pas juste avec des bullet points et 3 idées assez simples. C'est plutôt un peu plus humain. C'est un peu plus humain. Voilà, pour raconter l'histoire, il faut raconter le pourquoi et pouvoir donner plus de contexte et se donner le temps via une expression avec des mots, des phrases, et pas juste des mots, mais vraiment des phrases, d'exprimer sa pensée et d'articuler sa pensée plus en profondeur. Et ta compagnie, la culture, c'est d'encourager ça? Alors, globalement, honnêtement, non, pas encore. On commence à le faire davantage. Puis on a un nouveau CEO qui vient de démarrer il y a 3 semaines, qui est un Français, par ailleurs, qui est basé à Copenhague, du coup. Ah bon? Mais qui est lui, un fan plus de cette approche-là. Historiquement, on est une société qui est très, très entrepreneuriale et très, je dirais, dans la croissance et dans
dans l'opportunisme, entre guillemets, en termes de business, sans vraiment se donner nécessairement beaucoup d'opportunités pour réfléchir de façon structurée et plus en profondeur et plus de façon stratégique. Mais là, ce nouveau CEO, Olivier, lui, il vient avec un background c'est un peu une tronche, quoi. Il a passé, je crois, 8 ans chez McKinsey. Après, il a démarré Airbnb en France. Il a dirigé Airbnb en Europe. Puis là, il vient de passer quelques années chez Booking. Donc, il a plus une approche comme ça de structuration de sa pensée et d'être plus stratégique, etc. Donc, je pense que oui, on va maintenant prendre ce virage un petit peu pour davantage se poser, réfléchir avant d'agir. Et mettre les choses un peu dans le bon ordre, mais c'est une transition. Donc ils disent que ça s'appelle le Chief Listener Officer parce qu'il écoute les idées des autres. Oui, non, ça c'est sûr. Ouais, c'est difficile quand on a un poste élevé d'être assez humble, d'écouter les autres parce qu'on se croit qu'on a les meilleures idées, parce qu'on a une meilleure position. Oui, mais bon, ça devient de plus en plus important dans le rôle au fur et à mesure je pense qu'on s'élève dans l'organisation. Effectivement, d'être vraiment dans un rôle d'écoute et de support des équipes. Il y a différentes façons d'être un leader, forcément, oui, mais oui. Il y a ceux qui font tout et qui ont des idées sur tout et qui dirigent tout. Ouais. Et je pense que ça marche jusqu'à un certain point, mais pour vraiment tirer le meilleur potentiel des gens qui sont avec toi, il faut être davantage dans une posture, je pense, où oui, tu encourages. Tu encourages, tu écoutes, tu aides les gens à formuler leurs idées, tu sollicites des idées, mais tu ne peux plus tout faire tout seul de toute façon. Donc, tu dois déléguer. Tu dois déléguer et puis tu dois encourager les gens à être productifs en termes d'idées, à être créatifs. Ouais. Donc ça fait combien d'années que tu es avec eux? Ça fait pas très longtemps, j'ai rejoint en cours d'année, là, 2021, en février. Ça te plaît? Et avant, j'étais consultant avec eux pendant 1 an en fait. D'accord, mais tu aimes la culture de la compagnie? Oui, j'aime bien parce que déjà, c'est une idée assez révolutionnaire. Je pense qu'il y a un potentiel qui est vraiment énorme. Ouais. Qu'on a commencé à bien développer, mais qui a encore beaucoup de potentiel de croissance. Parce que cette idée révolutionnaire. Comment tu les as rencontrés pendant Covid? En fait, moi, je connaissais avant déjà le fondateur. Ah, tu les connaissais? Okay. Ouais, je les connaissais. Et puis, je travaillais pour une autre société avec laquelle je commençais à avoir des doutes. J'adore le business, et j'adorais le business model, mais on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde en termes de culture avec l'équipe fondatrice. C'est une société qui faisait de la fresh pet food. Donc c'est une société intéressante qui vendait par abonnement online pour les chiens et les chats. Oui, Chewy c'est un peu comme ça. Là c'est un peu plus intégré que Chewy. En fait c'est vraiment c'est comme une place de marché, c'est comme Amazon. Ouais. Là, cette société, davantage comme il y a un autre acteur dans le domaine qui s'appelle Farmer's Dog, cette société, elle fabrique vraiment la nourriture. Ah bon. Et donc, j'ai passé 1 an avec eux. Et puis, je sentais que ça ne se passait pas super bien comme je voulais et que je ne continuerais pas. Changé. Et donc, c'est là où je me suis rapproché à nouveau du fondateur de Vivino. Techniquement, tu peux toujours être consultant de plusieurs compagnies maintenant que tu as 20 ans d'expérience. Enfin, tu as assez de connaissances de plusieurs compagnies pour être consultant pour d'autres compagnies. Ouais, c'est la première fois que je vendais mes services comme consultant individuellement. Ah bon. Sinon, j'avais toujours été employé d'autres sociétés. Ah bon. Où je faisais un peu de... Mais tu es maintenant un consultant, mais avec... Non, maintenant je suis full-time employé avec... Okay. Tu aimes cette structure? J'aime bien être full-time. En fait, moi je préfère avoir la capacité à prendre des décisions, à être dans l'action, être vraiment davantage investi dans un projet bien précis. Mais être consultant, c'est sympa aussi. Déjà, il y a une flexibilité qui est intéressante parce qu'on est vraiment maître de ses heures, de son destin, de son activité. Tu peux travailler quand tous les enfants dorment. Voilà, tu peux travailler quand tu veux. Moi, j'ai des tonnes de choses que j'aime bien faire dans la vie, donc tu pouvais les faire. J'avais le temps de les faire, etc.
Mais effectivement, moi, j'avais jamais vraiment atteint, entre guillemets, ce stade où je me sentais capable de facturer mes heures de réflexion sur des sujets donnés, quoi. D'accord. Et là, c'est la première fois que je le faisais. Mais au bout d'un an, moi, j'avais toujours comme intention, de toute façon, de rejoindre une structure ou une autre. Et donc, quand l'opportunité s'est Donc, tu es présentée content avec où tu es, Vivino, alors? Oui, je suis content. Mais tu n'as pas autant de temps libre. Ah oui, c'est ça. Bon, au niveau de tennis, on ressent, du coup. D'accord. Tu as l'air en forme, d'ailleurs. Tu as l'air en forme, tu dois quand même faire du tennis de temps en temps. Je continue à jouer au tennis. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. So, je vais prendre la partie en anglais maintenant, si ça ne te dérange pas. Okay. So, we're now going to switch to English for those who did not understand what we were talking about. But we have with us Benoit Vial, who is the Chief Growth Officer of a big company. Yeah, we can say it's a big company. And he's in San Francisco, correct? Yes. The main office is in San Francisco? Yes, the main US office in San Francisco, and the company is headquartered in Copenhagen, in Denmark. They have Because also a big office there? Yes, it was started in Denmark. So we have about 200 people in Denmark, and we have about 70, 80 people in San Francisco. So between San Francisco and Denmark, you all communicate in English? We all communicate in English, and Danish people, unlike French people, are really good in English. Really? Yes, Oh, they, good. all the kids, I think they learn from the youngest age. Oh, English. Really, both English and Danish. They speak both languages. And what percentage of the people in San Francisco speak French, actually? Oh, very few. There are a few French Maybe people. 5? Yeah, 5. I would Yeah. say. Yeah. And the rest just in English? And the rest is all, yes, they're all English speakers. Most people are American here in the US office. Do you import, do you, not import, but do you make people come from Europe to America? We have not that much. Okay, because it's harder to get a visa. Not really. I think it was not, that much of a focus. Interestingly, what I'm finding is people who live in Denmark Yeah. really love it over there. Oh, it's nice. And they are not particularly eager to come here. To crazy America. To crazy America, even though San Francisco has, a lot of cachet. But Yeah. but yes, no, I think a lot of people, the American team is really made of, for the most part, local people. Yeah. And we haven't seen a lot of, so the CEO, the founder, had done this. Yeah. He moved over here, but I don't think he brought a lot of people with him, for example, when he did that 7 or 8 years ago. Yeah. There hasn't been that many exchanges, which I think would be a good thing to do. That's one thing we're actually actively discussing. In particular, we need to bridge, there's definitely a big cultural difference, there's a 9-hour time difference. Yeah. So if you don't work on it actively, a gap can really start widening between the different teams. Yeah. And so we're starting to think about, should we have a kind of exchange program where, some engineers, for example, spend some time here, and on a rotation basis, maybe, it's almost like a perk or incentive for them if, if they do well. A new country. They can spend maybe 6 months or 4 months here and, work here for some time. There are some challenges logistically with COVID for sure, but even with visas in normal times. Mm-hmm. But I think it would be beneficial. And in Denmark, do you bring some French people there, or not really? Not that much either. So the French people are really the minority in the company. Oh, the French, yeah. The company is it's a Danish company. Yeah. Who's, for whom a big part of the business, about 45% of the business, is happening here in America. So us French people were sort of the odd ones. They're not really a real reason. Like he met you and he said exactly. Yes. It's just like, the couple individual people who happen to be French who work in San Francisco, for example, they joined the company, but it has nothing to do with, them being French. It's just that they were here. They just happen to be here with the dual citizenship. Exactly. And we have a small team in France who focuses on the French market. So that's different. But, yes. So you have an office in Paris? It's not in Paris. We have a small office in Bordeaux. Oh yeah, obviously, for the wine. And so, it could have been in other places, but it turns out that yes, the few team members who are in France, they're all located around Bordeaux. Oh yeah. So you probably go to the Bordeaux
wine expos? Yes, there's this thing where Vivino participates, and I think we'll do more of this in the future than we have in the past. It's very well attended, and Yes, there's it's the a big media, and so maybe next year you'll be able to attend since Yes. everything is reopening. Yeah, I think it's coming back for sure. It's one of the 2 or 3 big wine shows, Yes, worldwide. So everybody there's goes. Vinexpo Yeah. in Bordeaux. Yeah. That's a big one. Yeah. They did a Vinexpo before COVID. They did Vinexpo in New York. That was Ah, bon. pretty well intended Yeah. as well. Yeah. And there's otherwise a big wine show in Germany as well, which Provine, which Oh. is probably even bigger than Vinexpo. They appreciate French Bordeaux wine. Yeah, it's a global event. There are people Oh. coming from all over the world. Oh, do you? But since you are a community, your community could be from Napa, or it could be from Bordeaux, could be from. Yeah, Anywhere. we have users. So the 50 plus million users we have are really all over the world. The Can US some- is the biggest sort of the biggest group is here in the US. France is actually a big country in terms of the size of a community. We have almost 5 million users in France. But we have countries where we don't do commerce, for example, where there's a big community of users, like Russia is, one of them. Huge, yeah, Yeah. they love wine. Japan, etc. Is on your community, does a winery has the right to comment on their own wines? I mean, they'll be biased, obviously. Yes, but so yes and no. They are not allowed to, Promote. promote themselves, put some ratings, but we allow them to create. It's a separate page, Oh, to and we create really a presence. it's like a meet the winery sort of section. Okay. But we want the user to know very, very clearly what is coming from the winery and what is coming from the community. Oh, okay, that makes A sense. big part of what we So- do is building trust really in Yeah. the data. And Yeah. if we allow the winery to just like start inflating their scores Yeah. or influence their Then scores, for example, it's not as ethical. yes, and it's not credible anymore. And I see. if we lose the trust or the credibility of the community, we're dead. Yeah. So you have to limit what they can say, Yeah. maybe in the community chats. Yes, no, absolutely. But for them, we do want to allow them the opportunity to present themselves and tell a richer story and show a video and sort of interviews or something like this, because it's a major sort of media for them. We Yeah. have, once again, like, a given month, tens of millions of users Yeah. who connect and like see content. And so it's a big audience that is a captive audience interested in this. So we actually allow them the opportunity to put their own branded content, but we clearly identify it as, okay, this is branded content. This is not the community. Yeah. But since they create a username, they could be anonymous in some ways. But Yes. it could be detected if they are doing too much of promote Yes. for themselves. And we're actually investing in, like Yelp had to do and like other players in this review space. Yeah. We're investing in like, building up actually our internal capability from a sort of a trust perspective. So we're Yeah. starting to, put more resources behind making sure that we weed out sort of things that are not sort of, where It's biased. it's biased. And you have multiple ways to do it. Like, you can identify It could be the a IP restaurant. addresses. Yeah. It could be a restaurant who wants to promote his restaurant, or it could be a winery, or it could be a retailer. It depends what they're selling at the retail place. I assume everybody has their own motive Yes. to say something Yes. nice or not nice. Yes, no, absolutely. One of the issues on Yelp, for example, is having people actually put negative reviews to their competitors. Oh, that's so bad. that's one of their issues as well, because it's one thing to To not allow people to just over promote themselves. The other thing is not allowing people to actually do put harm to down- their competitors. To put Yes. down the competitor. We don't, because for us, we don't promote the companies or we don't promote the retailers. We really just You just want to be informational. information about the product, about really the wine itself. So there's less room for that. So, but if But they still. do create a space for themselves, then they do pay. Yes, exactly. Then they pay us, a fee, and we share with them some insights, some information as well. So that's the big piece that we have that nobody else in the industry has is, the amount of insights on what people are interested in, who the customers are,
what other products those customers are interested in, all these different things. That's like source of ongoing dynamic insights is really valuable, because a lot of wineries in particular, they are several steps removed from their users, from their Right. drinkers. They have to sell to the distributors, particularly in the US, where it's a 3-tier system, so they have to sell to the distributors, to then sell to either the restaurants or the retailers, who then sell to the end customers. Oh, So there's multiple layers that prevent them, the wineries, from having direct communication or Oh, contact or yeah, of information about course, their of course. users. yeah. They And so we provide that to them, because we can put them directly in touch with their audience, with their, the drinkers. So it's super valuable. Do you have a community of non-drinkers, like alcohol-free wine, alcohol-free beer, alcohol whatever? Yeah, there's some. So we don't do beer. There is some alcohol-free wine, Yeah, there's some alcohol-free wine. and you It's let not- them promote their views. Yeah, no, it's totally fine. Yeah, for us, it's really, it's interesting because really there is some collective truth that emerges from those ratings, from the masses, from Yeah. the volume of ratings. Yeah. And many times, for example, the question that people sometimes raise is, okay, but it's a lot of people who really don't know much about wine who put their own scores. Oh. And so should I trust the score of 50 million people who are like me, who don't really know that much about wine? And the interesting thing is, when you aggregate in large numbers the reviews and the opinions of people who are not experts, Mhm. you actually have something that at the end of the day comes very, very close in terms of the quality assessment of the wine to what the experts are saying. So we've done comparisons of a wine enthusiast score, or James Suckling score, or Robert Parker score, with the aggregate score of the Vivino community, Yeah. and the two actually are very closely correlated. It actually works. It's interesting. And how do people find out that this community exists? Is it at the bottom of? Is it in retail stores or something? It's not at retail stores. We're just starting to actually do a trial in the UK right now with a company called Sainsbury, where we surface the scores on the aisle in the retail store for people to help people choose really which wine to buy. Okay. And And where it's- can they see the score on the So it's just on the aisle itself. There are sort of on little the aisle? yes, something that help them find out. Okay, this wine is really, for this price in particular, the quality It's price well ratio is rated. really high. And So I does it should buy say this one. Vivino at the end? And yeah, it's all branded Vivino. Oh. But the main driver, and we ingest, or we get about 500,000 new users a month. Yeah. Just a natural organic Oh, growth of word of mouth. word of mouth. It's all word of mouth. People who see someone else scan a bottle Mm. and are just curious, what are you doing with your phone, looking at this bottle of wine, and then people learn, okay, Find out. yes, oh, that's what you're doing. So you're Vivinoing this this wine, and so okay, I'll install Vivino and I'll start Vivino. I'll Vivino bottles of wine myself. They started 10 years ago? Yep, 11 years ago. That's awesome that there has such a huge growth. I mean, I don't know, I wish I could do that for my show. I have so many users after only 10 years. No, it's it's really, the idea of, I think a lot of people are interested in wine. Yeah. First of all, Yeah, a lot of people find wine intimidating. yeah, You don't want to be talked down by some experts, yeah. and so this is like a very collaborative, sort of, I would say, democratic way to learn about wine that is not intimidating, where you're learning from other people. You're not being asked anything complicated. Just Great. rate from 1 to 5. Do whatever you want, Yeah, and it's it's a kind of a safe space for a lot of people who and are. it's fast. It's immediate. Yes. Oh, it's a rating, a quick rating. Yeah. No, absolutely. Yes. Oh, and so you said it's word of mouth. On the other hand, when Vivino started, how did they market it? In the beginning, it was, they didn't have any business Marketing. model or Okay. marketing, budget or anything like this. Mm-hmm. And the marketing budget is still,
Very low? Not, yeah, pretty low, really speaking. We just raised a big round of funding earlier this year, like $155 million. So Did you say more users in United States than Yeah. Europe? yeah, there's a good portion of the users are here. Not a good portion, but maybe 20% of our users are here in the US. Because more people have computers? No, I think it's just as people are. So it's mostly, first of all, it's mostly a phone application. So Okay. there's a web sort of experience as well, but it's really a mobile first sort of behavior that people Yeah. are doing. So you install the app on the phone, Oh. and I think it just caught up in the US because the US market is very Familiar curious market. with apps. Very Familiar with apps in general. Adoption of iPhones and Android in the US was really high in the beginning. And Do you it's have just, I a- think it's a curiosity about wine. Do you have ratings on waters? No. No, it's all wine. I did find, as a French guy, I drink cider, French cider, for example, Mm-hmm. and it probably is not supposed to be on Vivino, but I found some ciders that I like on Vivino. Oh, okay. But for the most part, it's So only like wine. apple cider, you find it? Yes, yeah, Okay. cidre. But you see so it Yeah. is found on Vivino. Yeah, some of them are, but I think it's maybe an accident more than anything else. It's really otherwise it's entirely wine. And who decides what brand can be rated? So it's all, we have a team that actually vets all those sort of scans that are not sort of matched. So Yeah. people scan Oh, this billions can- of scans and every then year, you keep adding them? and then exactly when those are not matched to existing wines in the database, Yeah. we have a team that actually research that wine and and find that information and create the new entry in the database. Oh, okay. But in the beginning there was a ton of this happening, and now the community has grown, but the number of wines that are not on Vivino is really small. Like Because yeah, over the years you have added a lot of them. yeah, there are literally, I think I forgot how many million wines, individual wines exist on Vivino, on the Vivino database, but it's there's no other database that is that comprehensive. Oh yeah. Did you make friends with a lot of wineries in Napa or not really? Yeah, no, we work with them pretty well. Of course, they consider, first of all, like Vivino to be like a big media, big channel for them. So they, some of them want to actually invest in putting this richer story on Vivino, this, meet the winery thing. Yeah. But we also have a commercial business where we sell the wine. Ah. And so we partner with them to sell their wines. And, so you do have a retail store there. yeah, we have a marketplace. So I didn't know that. at I the thought you were core- just ratings like a in the Yelp. beginning it was only ratings. Yeah, and now But it's that also, didn't make money, yeah, of and course. so the business model is us earning commissions on marketplace, very much like Amazon. Okay. So okay. think of it as a bit of a. Fundamentally, I think our main asset, our core asset, is information. So I would say, from that standpoint, we're probably a bit closer to the Google DNA than really the Amazon DNA. But the way we make money is the Amazon model of having a marketplace. So And hundreds Yelp, of merchants put their wine on the marketplace, and you can buy from them. And Yelp is about making money with advertising. Yes, and for us, They promote a listing. yeah. But for us, we're staying away from advertising because we're concerned that this would sort of corrupt the integrity Of the rating. of the ratings and the information, and so we're trying to Separate both. yes, we have a small business once again that does just this branding opportunity for the wineries, but we don't allow them. For example, the merchandising on the pages, we don't manually promote a particular wine for people to buy. We never do that. Oh. It's all algorithm based. So if you're scanning a bottle of, let's say, a Chardonnay and it's a $30 Chardonnay, we're going to show you, hey, here are other Chardonnays from these regions that have, a really good price or that have an even higher rating. And so we're always, the way we present wines for people to buy is completely not anonymous. It is anonymous, but it's more algorithm based. It's really based on trying to surface the wines that have the best quality price ratio. Okay. So not advertising. Oh, this all. quality price ratio, that's a good one. I didn't Yeah. think about that. Yeah. So because, it could be the same quality but lower price. Yeah, well, there's sort of two options. Sometimes you have a fixed budget,
and so you want to buy a $20 bottle of wine, or a $15 bottle of wine, and you want to know, okay, at that price, if I'm interested in buying a red blend or a Cabernet Sauvignon, what is the best possible Cabernet Sauvignon from a rating standpoint? Is there a 4.4 $15 Cabernet Sauvignon? That would be the wine I'd want to buy. Yeah. Or the other way around, like, I want the best possible Cabernet Sauvignon at whatever price. So tell me which one it is. As for Amazon that you just mentioned, they have a rule that you cannot overprice a product. Like, if the same product is available, you cannot sell it for twice the price. They tell you have to stay within the range of what's being sold on our platform. So they will remove someone who tried to sell twice the price for the same product. So for us, we don't need to remove them. They just would have no chance to compete, to get buyers, because we have a very basic logic for, so let's say 10 different merchants, retailers, or even the winery itself sell a given product on the marketplace. If you're in California and you have 10 different merchants who are selling, a certain wine, the one that would get what we call the buy button, when you hit buy on this product, it would go to the one who has the lowest price. And so if you have a price that's higher than this, nobody would actually click to buy from you. So you better be competitive. So yes, if you're not competitive, you're not going to sell. Okay. So your programming is set to kind of indirectly eliminate them. Yes, exactly. It's they can be there, but they're not going to see anybody click on on the buy button. The buy button. Yeah. Do you have a buy button too? Yes, we have a buy button. So any product where we have a merchant who sells this product. Would have Yeah, if you don't have the buy button, your chances of selling are very low. Yes, no. Yeah, for us it's important that as many of the wines that are being scanned have a buy button, and particularly the ones who are the most popular, we actively work if for some reason one doesn't have a merchant who actually has this wine available for sale on the marketplace. We'll actively work with our merchants to make sure that one of them does, because otherwise it's a missed sale opportunity for us. So this is such a wide topic. I mean, you probably learn a lot of things every day yourself, because there's so many aspects to this business. No, absolutely. There's the pricing, the competitors, everything. The customer insights. You got to manage them all. Yeah, there are lots of different sort of directions we could take. So the challenge for us is to really narrow our focus where we can do a few things really, really well. And increase the customer base, the user base. Grow the user base, constantly increase the conversion of this user base so that people engage more deeply with us, actually buy wine from us as opposed to just, use the information, which is great. People can do that too. Just download Vivino and start scanning wines and finding out what their rating is, for example. But in Russia, for example, you mentioned Russia, do they read it in English too? So yes, they read it in English. Some of the content is localized. So we have a team that localizes in a number of languages. I don't know how many languages we localize in. That's a good question. So there's a local team in Russia who can... we don't have a team in Russia, but some of the content is translated, and some of it is actually written in Russian. So if you're a champagne brand, for example, and Russia is one of your big markets, then the brand would be heavily encouraged to actually translate their content, particularly if they have a Meet the Winery section or something like this. They will be heavily encouraged to have that page translated in Russians for Russians to actually be able to read in Russian. Yeah, I read somewhere that the Chinese are jumping into the wine market. Both as consumers but also as producers. Yeah, so it's growing. It's a huge country, 2 billion. So there's a lot of potential there for you guys, but you don't speak Chinese. No, we don't. But we're definitely looking at this market because it's a. But they did jump on this industry heavily. I guess there's more and more wine drinkers there. It's more wine drinkers. They also are very active with the higher end sort of super premium wines. Oh, okay, for the high. There's definitely
some of the high-end wines, for example, are like considered, you know, a sort of top status symbol. Oh, I see. Over there. Yes, they're very, very sensitive to that. And you definitely have also some, you know, some very high-end wines that are being produced in China. There's, you know, notoriously, for example, LVMH has invested in or started, I don't know if they invested in an existing winery or started one, but they have, you know, a sort of a wine that is being produced in China that's a, you know, very high-end, super expensive wine. Yeah, also when you go to a restaurant, the sommelier, whatever, who tells you about the wines that are available, they usually tell you this one costs a lot of money because whatever, it's an older wine. Or so the older wine are also rated. Yes. Yeah, no, absolutely. Like this one is cru whatever year, and it's very, very good. Yes. So you're gonna have to pay more for it. No, absolutely. And because they're rare, they're a long time ago. Yeah. But people, you know, you have multiple vintages, and we separate those vintages on Vivino. So you have, you know, if you're buying a Pontet Canet or something, you can buy a very specific year, and you can also, those vintages will have different ratings based on the vintage. And then you can raise the price on it. Yeah, exactly. Yes. You can auction it. Yes, and not all vintages will have the same price. Absolutely. They can also say, okay, you want to buy it and I want to buy it, let's have a little auction here. Yes. If there are not too many. Yeah, so we're not doing this, and some players in the space do this, like allow people to actually offer to make an offer. Wine and or buy wine from each other, or buy one more from with an auction model. Okay. We don't do this, but because. But there's a market for that, yes. Wine is a drink, and for people to be so specific about what they want is incredible to me. I mean, to pay $1,000 for a bottle of wine in a restaurant, I think is outrageous to me. But I think some people are able to do it, and they are doing it. Yeah. No, and I'm with you. I would never spend $1,000 of my own money to drink a particular bottle of wine. But there is, definitely, it's one of these spaces in general where, and I didn't grow up being, an expert in wine but there's such a depth of knowledge, a depth of understanding that, people can get into on wine, that it is really, really a rich topic. I've had the opportunity, for example, to work alongside some sort of worldwide experts. There's a particular sort of diploma in the UK called it's the Institute of Masters of Wine. Yeah. And so you have they're wine tasters. And they're more than just wine tasters, but they do this extremely difficult studies. They are sort of like multiple PhD level type thing on wine, specifically about how wine is getting produced, the business of wine, but also the wine tasting itself. And so they have why this. Why tastes better. Oh. And yes, and then for these people, they see or they taste so much when they taste a particular wine that I think, what for me is more of a simple, do I like it, do I not like it, which is totally fine. But for them it's different. For them, they see all the different layers and the complexity and the variations between the different wines. And how it was produced and exactly. And a lot of people are starting. The thing about wine is the more you learn about it, I think just the more expensive you're going to start sort of, spending on a bottle of wine, because it's... Also with global warming, for example, Napa is getting warmer, right? So the grapes are sweeter and sweeter and sweeter. And then the wines are going to turn out sweeter and sweeter every year as it is under heavier heat of the sun. Yeah. So now the wines are going to start tasting sweeter, I think, if they... Yeah, but you also have with global warming, number of new wine regions that are popping up. Oh, that didn't exist area? In colder areas, wines from the UK, wines from Canada, wines from, obviously Oregon, has been, or Washington, have been sort of big wine producing regions for some time, but... Yeah, but because we had such high temperature in Napa that the grapes are totally out of control for the sweetness, for the... Yeah, and the harvest is happening earlier and earlier
in the season as well. So to avoid having wine that are really too saturated in in sugar, Yeah. they harvest the grapes a little bit earlier. I didn't know that. Okay. But then suddenly you see in Napa more and more of the high-end wines are produced on the mountains around Napa, whether it's the various hills around Napa. Well, that's good that maybe in France we don't have that global warming effect, but We do. we do. Even, Yeah. So okay. No, so we do as well for sure. Yes, I think it probably affects also like the wine characteristics over time. But yeah, no, it really I think it does affect all the different regions, and sometimes I would say it may affect more people producers in France or Italy because the rules for producing wine over there are a bit more strict than they are here in the US. Where in the US, people have been used to, for example, watering the vines. In France, in a number of appellations, you can't do that. It's, they have very specific rules for what you're allowed to do or not do. And so it becomes really challenging in some areas of France where you can't water the vines, but the weather is becoming so dry and so hot. And so the vines have to find ways to survive. They have to go like deeper and deeper in the soil, for example, to irrigate them. Yes, but that's you should write a book about that. You know so much. No, I don't know nearly enough to write a book about this. No, I mean if people want to know what affects the taste of wine, there must be maybe a documentation somewhere, like a book where they will know why a wine would taste so good or not so good. Yeah, but I like also the idea of for some people, sure, they're interested in diving deep into all this knowledge and information, and for some people it's just something that just makes them enjoy a moment with friends, and it's it's nothing more than a 1 to 5 score. Yeah. If they're even willing to do a 1 to 5 score. Yeah. And that's perfectly fine. Yeah. And the rest of the world sort of benefits from them putting their not random, but the just very subjective 1 to 5 score on a given wine. That's awesome that you simplified the process. Yes. No, I think it's important for wine to continue to grow as a category as well. Yeah. Because otherwise, people will lose interest. Okay, and you don't go into hard liquor. No, we haven't sort of expanded into this direction yet. But I'm saying yet because it would be a natural continuation. There's also the beer. So much happening on beers, on gin, on whiskeys, bourbons. It's too much. Yes, but it's very rich too. Like there's also a lot of different products. People have a lot of opinions to share about these products, and there isn't really an equivalent to Vivino for those different categories of spirit. Yeah. So but Vivino my take would be might as well start expanding in this before someone else starts doing it. Or open a different website that would include beers, and another different website that would include hard liquor, and call them something different. Yeah, that could be. There's just a really large opportunity, but at the same time. But don't call it Vivino, because Vivino obviously is for wine. Yes, it's very connected because to just wine. the word is for wine. But if someone wants information on beer, they would go to beer.com. whatever you want to call it. Vivino. Or something like that. But who knows? But anyway, it was a pleasure to go through all these facets of your business. I'm sure there's a lot more that I don't know anything about, but it was a pleasure to talk to you. Likewise, thank you. Thanks for inviting me. Yeah, and it was also a pleasure to see you again. I'm sure I've bumped into you a long time ago, and I wish you the biggest success possible in America, but which you already have. No, thank you. So Thanks. Thank you very much for being here. Thank you.